Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette 8e émission de Sourdes et Courageuses. Une autre belle émission où est-ce qu'on met en lumière des femmes sourdes. Si c'est la première fois que vous êtes à l'écoute, eh bien, je vous le dis, il y a une interprète qui est avec moi en studio, Michelle Chabot, et elle interprète finalement tout le contenu de l'émission. Moi, en ce moment, je suis assise déjà avec une femme sourde et elle le fait depuis le début. Là. Du moment que j'ouvre la bouche, elle est en train de l'interpréter pour que ça soit le plus accessible. Et l'autre chose qui fait que c'est très accessible, c'est que c'est filmé. Parce que souvent, à la radio, on c'est pas filmé. Quoique moi, je me suis laissée aller. Aujourd'hui, j'ai une petite tuque et je me suis dit, je suis en mou, en relax. Alors que d'habitude, à la radio, on nous voit pas. Mais là, cette émission-là, elle est filmée. En fait, toutes les émissions de Sourdes et Courageuses pour que ça soit vraiment, vraiment, vraiment accessible à la communauté sourde. Et là, je vais accueillir... en fait, je trouve ça vraiment super intéressant parce que je vais accueillir Marie-Hélène Boulanger. Et Marie-Hélène Boulanger, elle est naturopathe. Et ça, je trouvais ça très intéressant parce que dans mon émission, on a parlé beaucoup avec des personnes, là, tu sais, des femmes qui sont beaucoup au niveau entrepreneur. En fait, ça, c'est la même chose, naturopathe aussi, mais dans quelque chose d'un peu plus dirigé vers... oui, tu me fais signe, oui, hein? Effectivement. Oui, c'est ça. Alors que là, au niveau de la naturopathie, je trouve que c'est quelque chose, je vais dire... tu sais, comme un peu plus abstrait. Hein? J'ai envie de le dire comme ça parce que dans le cursus de naturopathie, il y a beaucoup de choses. Tu sais, il peut y avoir autant, la nutrition, tu sais, qu'est-ce qui est bon pour le corps, mais il y a aussi tout au niveau mental, émotionnel. Il peut y avoir un côté énergétique, spirituel. Hein, c'est ça. Les habitudes de vie, effectivement. Il y a plein de choses. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'était, oui, entrepreneur, mais avec une petite touche un petit peu différente, tu sais, huile essentielle, tu sais, des choses comme ça, parce que c'est quand même un gros parcours, puis on va se le dire, puis si on va en parler, là, c'est sérieux, là, tu sais, aller faire la naturopathie, c'est long, c'est long. Je pense que c'est 4 ans, hein, c'est ça? Oui. C'est 4 ans, hein? À l'université, 4 ans, oui. Une spécialisation en naturopathie. C'est ça. Donc, c'est un long parcours. Plus les différents cours qu'on ajoute par la suite, plus ensuite la formation continue. Oui. Donc, on pense que quand on a notre diplôme, c'est terminé. Oui. Mais il y a des formations annuelles qu'on doit avoir. Je suis diplômée depuis 93 et on ne peut pas tout savoir pour la vie. Non. Donc, avant, on ne parlait pas de l'Alzheimer, on ne parlait pas de l'autisme, on ne parlait pas de plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les clients qui arrivent? C'est pas nous qui diagnostiquons. Non. Nous, on influence les habitudes de vie. On essaye de purifier le corps. On n'est pas docteur, si on peut dire ainsi. Oui. On essaie de travailler en allié avec le corps médical. Donc, on est là pour être en surplus et pour aider les gens à se sentir mieux. Oui, mais c'est ça. Désolée, je suis passionnée par la santé. Je pourrais en parler pendant des heures. Non, mais c'est parfait parce qu'on va pouvoir parler de ton parcours. On va pouvoir te découvrir aussi. Puis moi, j'aime ça quand je fais cette émission-là, de partir de la source parce que je me rends compte souvent que il y a plusieurs situations que vous avez vécues déjà quand vous étiez petit. Qui avait déjà des grands défis. Et là, moi, je voulais voir, est-ce que vous êtes née sourde? Non. Je suis devenue sourde à cause des vaccins. Un vaccin? À 8 mois, oui. OK. Mais je m'en souviens pas. Là. C'est comme si j'avais jamais entendu. Oui. Mais je suis sourde profonde. Ah oui, OK. Mais les appareils peuvent me permettre d'entendre des petits bruits légers, mais pas de communiquer. OK. Mais ça veut dire à ce moment-là, le fait d'avoir eu un vaccin, mais au départ, dans le fond, vous n'étiez pas comme... La fonction du corps, là, vous n'étiez pas comme destiné à être sourde, là. Ça a été une cause qui a été provoquée par un médicament.
J'ai eu le vaccin, le ROR, là, pour la rougeole. Oui. La rougeole, le rubéole, puis les oreillons. Les oreillons, oui. Donc, ce qui a fait en sorte qu'il a provoqué une surdité. Les médecins l'ont dit que c'était un incident dû au vaccin. Donc, on n'a pas eu le choix d'accepter la situation. Oui. Et par la suite, mon père a toujours dit, bon, t'es sourde, parfait, tes oreilles sont brisées, mais pas ton cerveau. Donc, t'es capable dans la vie, vas-y, va à l'école, fais les choses. Mon père, il s'en foutait un peu du fait que j'étais sourde. Hein? Il disait, t'es intelligente, t'es capable, donc let's go, vas-y. Donc, maintenant, je remercie beaucoup mon père. Bien, justement, comme toi, tu es sourde dû à un vaccin, ça veut dire qu'à ce moment-là, dans ta famille, là, des sourds, il n'y en a pas. Oui, puis je suis adoptée. Ah! Mais donc, les origines sont inconnues. OK. Donc, Je me souviens que quand j'étais jeune, je regardais les personnes qui chantaient. C'est ce qu'on m'a raconté. Quand les gens chantaient, je les regardais. Et en vieillissant, j'ai arrêté de regarder. On pensait que j'étais têtue. Là. Puis mon oncle, mon parrain, était vétérinaire. Il disait que c'était pas normal. Il a essayé de frapper sur la table pour créer une réaction de ma part et j'ai eu aucune réaction. Donc, ils sont allés en urgence à Sainte-Justine pour me faire passer des tests. Et là où j'ai été diagnostiquée que j'étais sourde. Et là, mes parents se sont effondrés. Mais c'est ça, là, quand vous dites, je dis vous, est-ce que j'ai tutoyé à un moment donné? Je me rappelle plus. Est-ce que c'est correct si on se tutoie, Marie-Hélène? Oui. Parce que quand on s'envoyait des courriels, des messages, on se tutoyait. Puis là, on dirait que tout d'un coup, j'ai le vous qui est embarqué, mais allons avec le tu, hein, ça va être plus oui, c'est correct. Okay. On est égal, il n'y a pas personne de mieux que l'autre, donc on peut se tutoyer. Ben non, mais des fois, c'est comme un peu, on dirait le métier, là. Il y a comme naturellement le vous qui embarque, mais c'est pour ça que j'aime bien le demander. Je voulais savoir, à ce moment-là, quand tu dis tes parents, est-ce que tu parles de tes parents adoptifs ou c'est après que tu as été adoptée? En fait, j'ai été adoptée à l'âge de 3 mois, donc à 2 mois. OK. J'étais entendante. Oui. Et je suis devenue sourde à 8 mois. En fait, j'ai eu une maladie. Oui. J'ai eu le vaccin. J'ai été très malade par la suite. Donc, je suis devenue sourde. Et ils l'ont découvert à l'âge d'1 an et demi où j'ai été diagnostiquée officiellement sourde. J'avais des problèmes aussi au niveau de la marche, mais ça, c'est une autre histoire. Mais maintenant, ça s'est résorbé, mais je continue à être sourde quand même. OK. Donc, tes parents, finalement, quand ils t'ont adoptée, t'étais pas sourde? Oui. Puis, ils m'ont gardée. Ils ont accepté ce fait-là. Donc, ils ont demandé aux religieux... Mais les religieuses ont demandé à mes parents s'ils voulaient m'échanger. Puis non. Ils ont dit non. Et tes parents, à ce moment-là, de savoir donc, merci à mes parents. Ben oui, absolument. Tes parents, à ce moment-là... par amour. Ils m'ont gardé par amour, malgré le handicap. Ben en fait, oui, mais c'est de dire aussi qu'on va faire le mieux pour cet enfant-là. Ça veut dire, est-ce qu'ils ont appris la LSQ? Fait que, tu sais, quand tu dis que ton père... non. Non? Non. OK. Comment ça se passait? En fait, j'ai été à l'école oraliste. Okay. J'ai appris à lire sur les lèvres. Oui. J'étais supposée d'adopter d'autres enfants. OK. Mais quand ils ont appris la surdité, ils ont décidé de se concentrer sur moi. Oui. Parce que s'ils avaient adopté d'autres enfants, ils auraient été obligés de me dire d'attendre. Et ils ne voulaient pas. Ils voulaient vraiment se concentrer et donner le meilleur. Donc, je suis la seule. OK. Et ils disent non. Puis là, je leur ai demandé s'ils avaient regretté leur décision. Ils m'ont dit non parce que j'en équivalais 10. OK. Bien, en fait, comment tu communiquais avec tes parents? S'ils ne parlaient pas... Par la langue orale. Donc... Toujours par la langue orale. Je lisais sur les lèvres. OK. À l'école, je suis allée au Centre de la parole à Québec à 4 ans. J'ai commencé l'école à 4 ans. Et c'était en oral jusqu'à 8 ans. OK. Et à 8 ans, je pense que j'étais fière d'être intégrée. Je comprenais
tout. Et mes parents étaient déménagés à Québec, tout près, à 5 minutes de marche de l'école, tout près du cégep et de l'université, pour moi. Et tout allait bien. J'allais être comme une entendante. Et quand j'ai commencé l'école, moi, je comprenais ce que le professeur disait. Je lisais sur ses lèvres, tout allait bien, mais je parlais pas. Ma voix était pas très bonne, j'aimais pas parler. Donc, le professeur a dit à mon père que je comprenais pas. Ah. À ce moment-là, je dis non. C'est pas moi qui comprends pas, c'est toi qui comprends pas. Moi, je suis pas bonne pour parler, mais je peux comprendre. Oui. Et à ce moment-là, ils ont dit qu'ils pouvaient pas me garder à l'école. À ce moment-là, mais là, il y avait l'école pour les sourds-signants. Oui. Mon père voulait pas m'envoyer là parce qu'il pensait que c'était pour les gens moins intelligents. Oui. Que si j'allais être limitée si j'étais pas capable de parler. Donc, mon père était très, très, très orgueilleux. Il était un homme orgueilleux. Donc, il ne voulait pas m'envoyer là. Et par manque de choix, a été obligé de m'y envoyer à l'école pour sourds-signants. Quand je revenais, ça a pris une semaine à ce que je m'adapte, à ce que j'apprenne la langue des signes. Ben oui. Et là, j'arrive à la maison, je veux expliquer ce qui s'est passé à l'école. Et là, mon père qui me dit, non, ici, tu n'utilises pas la langue des signes, ici, tu parles. Oh! Et là, ça a été une frustration. Donc, j'étais obligée de parler et de vivre dans les deux mondes. Hein? Donc, le monde des entendants avec mes parents et le monde signeur à l'école. Bien, en fait, oui, cette portion-là, mais avant ça même, tu es à l'école, t'entends là, ton prof, ben, pas t'entends, tu comprends ton prof qui va dire des informations, mais toi, après ça, personne, tu peux pas communiquer avec personne parce que finalement, tu ne parles pas le français. Oui, bien là, j'étais avec tous des enfants sourds oralistes. Oui. En fait, à ce moment-là. Donc, je les comprenais aussi. Oui, mais avant, tu sais, quand tu disais que, l'exemple, le professeur, puis là, finalement, il t'a pas gardé parce qu'il disait, on peut pas te garder parce que finalement, tu comprends pas. Mais finalement, c'était la communication qui était un blocage. Je me suis peut-être mal exprimée, en fait. J'ai été au Centre de la parole. Le Centre de la parole, c'est tous des enfants sourds qui étaient présents. Donc, tous des enfants oralistes. À 8 ans, je voulais intégrer les entendants. Donc, je voulais aller à l'école régulière, dite régulière. Oui. Mais je parlais pas. Et c'est à ce moment-là que le professeur dit, elle comprend pas, on sait pas qu'est-ce qu'elle dit. Est-ce que son accent est un peu bizarre? Est-ce qu'elle parle français, anglais? Mais moi, je comprenais quand les autres parlaient. C'est ça. Mais j'étais pas capable de répondre. Et à ce moment-là, c'est là qu'on a dit que je pouvais pas être dans cette école-là. Mais à la maison, on t'a dit, ton père, il a dit, non, on parle pas LSQ ici. Mais comment tu t'exprimes à ce moment-là? Comment tu fais pour communiquer? Parce que comme tu dis, toi, tu comprends. En fait, mon père est habitué à ma voix. Il est habitué, donc il s'est adapté à moi. J'ai 2 enfants entendants aussi. Oui. Mes enfants disent que je parle bien, qu'ils me comprennent, mais sont habitués à ma voix, à ma façon de parler. Mon père, quand j'étais jeune, c'est ça. On pensait des fois, quand il y avait des difficultés à comprendre un mot, on passait par l'écrit. Oui. Souvent, les mots qui sont plus difficiles à dire sont le 10 et le 6, les chiffres, parce que c'est plus difficile aussi à lire sur les lèvres. Oui. Manteau, marteau, bateau, c'est tous des sons qui sont plus difficiles à discriminer. Mais là, selon, des fois, mon père, il ajoutait quelques gestes, faisait le signe du marteau un petit peu pour dire le marteau. Oui. Le manteau pointait. Mais t'as des signes de base, là. Oui, c'était... Plus des gestes naturels que... la LSQ. Exactement. Puis, je parlais à tous les jours avec mon père, là, donc on se comprenait bien. Je pense qu'on s'est bien compris. Ma mère, par contre, je la comprenais pas. Non? Ma mère... Tu la comprenais pas? Dans le fond, tu n'arrivais pas à communiquer avec ta mère? Non. Je demandais à mon père qu'est-ce que ma mère disait. Puis là, mon père faisait l'interprétation. OK. Parce que je comprenais pas. J'essayais de lire sur ses lèvres. Des fois, je comprenais un petit peu, mais... j'entendais pas les mots. Ah ben, OK. Puis des fois, il y a des gens avec qui ça va mieux selon leur voix, selon leur accent, mais
C'est ça, il y a des gens qui me comprennent, il y a des gens qui me comprennent pas, tout dépendamment de leur habilité. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas utiliser ma voix parce qu'on a le service d'interprétation. Oui. C'est sûr que si on avait été toutes seules, toutes les deux, ben là, j'aurais utilisé ma voix. Peut-être que je l'aurais trouvé drôle, mais... Oui, c'est ça, peut-être. Mais si on avait été toutes les deux, toi, dans le fond, tu t'aurais lu sur mes lèvres, donc tu aurais compris ce que moi je disais. Et moi, j'aurais compris ce que toi, tu disais parce que, justement, t'es quand même oraliste. Oui, mais en fait, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui me comprennent bien, d'autres me comprennent moins bien. Et là, je dois passer par l'écrit. Ah oui. Ou, bien, maintenant, avec la technologie, je peux passer avec le cellulaire. Ouais, t'as quand même eu ça dépend, hein? Mais à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire. Non, c'est ça. Mais t'as quand même eu des défis au niveau, vraiment, tu sais, de la communication, là, vraiment. Toujours, oui. Oui. Tous les jours, c'est des défis quotidiens. Oui, c'est ça. Et là, à ce moment-là, justement, tu fais ton parcours scolaire plus, on va dire, traditionnel, là, primaire, secondaire. Et à quel moment tu dis, moi, tu sais, je veux m'en aller naturopathe. Est-ce que tu veux être naturopathe quand tu es adolescente? À l'âge de 12 ans. 12? J'avais le goût d'être médecin. OK, médecin. Je voulais être médecin. OK, mais pas naturopathe, parce qu'à 12 ans... non, pas encore. Je voulais être médecin. En fait, je connaissais même pas le mot, la signification du mot naturopathe à 12 ans. Mais je voulais être médecin. Je lisais sur l'anatomie. J'avais des bonnes notes en biologie. J'aimais beaucoup ça. Et on m'a dit, à cause de ma surdité, que ça allait être impossible parce que j'allais pas pouvoir communiquer avec les autres. Donc, fait que finalement, un peu... puis j'ai décidé d'y aller quand même, de pas me laisser abattre. En médecine? Bien, je voulais, mais je pouvais pas. Donc, à l'époque, en plus, on parle... Maintenant, il y a Audrey Lessard qui a réussi sa médecine. Moi, je suis plus vieille qu'elle. Donc, à l'époque, il y avait moins d'accessibilité. Oui. Le parcours aurait été plus ardu. Oui. Audrey Lessard, on l'a reçue justement en entrevue ici. Et c'est ça. Exactement. Très contente. Oui, c'est très, très, très inspirant de l'entendre parce que elle a eu l'interprète qui a été là avec elle tout son parcours, ce qui fait qu'elle a eu accès à ce type d'études-là. Mais toi, à ce moment-là, on dit non, toi, tu peux pas être médecin, tu y arriveras pas. Toi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Exactement. Donc, il y a eu des obstacles. Et j'ai rencontré mon conjoint à l'époque, qui mangeait très bien et qui aimait beaucoup la santé. Et là, j'ai appris sur l'alimentation, j'ai étudié sur l'alimentation, j'ai donné des cours de cuisine à l'époque. Il y a des personnes autres qui venaient me poser des questions par rapport à l'alimentation en lien avec le diabète, en lien avec le cholestérol. Je connaissais pas nécessairement les réponses. Je faisais des recherches. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé une référence sur la naturopathie. J'avais 21-22 ans. OK. Donc, j'ai découvert que la santé pouvait se jouer de cette façon-là. Si je recule un petit peu dans l'histoire, quand on m'a dit que je ne pouvais pas être médecin, je disais, OK, je vais aller comme laboratoire médical. Oui. J'ai eu mon diplôme, j'ai fait 3 ans d'études pour travailler dans les laboratoires. Et à chaque fois que j'allais passer une entrevue, on me demandait, est-ce que tu es capable de répondre au téléphone? Je disais non, mais on peut me donner un papier, je vais aller chercher ce qu'il y a. J'ai 2 jambes, je suis capable. Puis on me disait non, on va perdre trop de temps. Tu dois absolument pouvoir parler au téléphone. Il y a un hôpital qui a accepté, l'hôpital de l'Abitibi, qui a accepté de m'embaucher, mais parce qu'ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent y travailler. Donc, ils n'ont comme pas eu le choix de me prendre. J'ai travaillé là quelques temps. Mais c'était assez loin. J'étais la seule personne sûre. Ma famille était loin. Donc, j'ai décidé de revenir près de ma famille et de donner des cours de cuisine et ensuite d'étudier en naturopathie. Le problème en naturopathie, c'est que c'est des études qui sont non reconnues par le gouvernement. Oui, non, effectivement. C'est des cours privés qui sont. Donc, qui paye pour le service d'interprétation à ce moment-là? Mais ça, c'est un autre défi. Non, mais justement, là, c'est ça. Là, toi, on te dit, tu peux pas être médecin. Tu dis, OK, parfait, je serai pas médecin. Je vais m'en aller faire une technique là, en laboratoire. Tu fais ta technique et là, entre-temps, tu fais des recherches et là, tu découvres une référence en naturopathie et là, tu dis, oui, c'est ça que je veux aller apprendre.
C'est ça? Exactement. OK. C'est ce qui concordait le plus dans mes cordes. Je suis pas contre les médecins, Oui. mais j'ai vraiment une grande attirance pour la naturopathie. Ça rejoint mes valeurs. Mhm. Mais là, à ce moment-là, comme tu dis, on le sait, la naturopathie, ça rentre dans les médecines alternatives. Donc, tout ce qui est un peu comme, mettons, la massothérapie, la relation d'aide, là, le coaching, là, tous ces trucs-là, là, il y a des reçus d'assurance qui sont à faire, mais ça reste quand même que c'est pas avec le ministère de l'Éducation. Comme la médecine. La médecine est avec le ministère de l'Éducation. Toi, à ce moment-là, comment ça se passe comme justement femme sourde qui veut aller étudier la naturopathie? Exactement. Ça a été un obstacle. Il a fallu que je trouve service d'interprétation. Ensuite, que je trouve qui allait payer pour les services d'interprétation. À l'époque, j'étais à Québec, j'étais pas à Montréal. Donc, j'ai demandé au SRIEC. Au quoi? Au SRIEC, qui est le service régional d'interprète de l'Est du Québec. OK. Donc, j'ai fait les démarches avec mon père. Mon père pouvait débourser une partie. Donc, je remercie mon père qui était bien... qui avait l'argent. Si on avait été une famille pauvre, j'aurais jamais pu. Mais là, ça, c'est par rapport uniquement payer interprète. Là, tu n'as même pas commencé à payer tes cours. Oui, exactement. Donc, mon père pouvait payer le cours et une partie de l'interprète et le SRIEC a payé le reste. Donc, on a fait une entente comme ça. À l'époque, c'était pas 2 interprètes pour une journée. J'ai pitié de l'interprète qui était là. Maintenant, avec le syndicat qui protège les interprètes, c'est 2 interprètes pour une journée complète. Mon Dieu, OK. Fait mais à l'époque, c'était une interprète pour 8 heures. Ouh! Le Michel a dit, mon Dieu, je sais pas comment qu'elle faisait l'interprète. Mais là, à ce moment-là, 8 heures, OK. Là, l'interprète, tu l'as tout le long, là. En fait, t'en as une seule et elle fait tout le parcours. En fait, j'avais les 2 mêmes interprètes. Selon les disponibilités, il y avait une interprète qui venait le lundi, l'autre interprète qui venait le vendredi. OK. Et là, tu fais tout ton parcours de naturopathie à Québec? Oui. OK. Oui, c'était en fait, c'était relié avec l'Université de Paris en France qui commençait à donner des cours au Québec. OK. Maintenant, c'est plus répandu, mais ça ne l'était pas à l'époque. Donc, c'est des professeurs français qui venaient donner les cours pour les nouveaux naturopathes, les bébés naturopathes du Québec. Mais là, ça veut dire... j'étais la seule personne sourde. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire que bébé naturopathe, là, ton parcours dure 4 ans. Et là, tu as une interprète temps plein. Là, moi, j'en reviens juste pas au niveau des prix que ça a coûté, là, parce que faire la naturopathie en partant, là, c'est pas donné, là. On parle de quoi, 10 000? Mais en fait, c'était des cours c'était pas 40 heures semaine. Là. Non. C'était comme des cours de fin de semaine. Donc, c'était des 14 heures semaine. Oui. Plus, il fallait faire la préparation. Là, après ça, le reste, c'était de l'étude autonome. Mais oui. Mais toi, as-tu fait les calculs de tout ça? Voir combien tu as déboursé, interprète et ton parcours? Non, hein? Trop décourageant, hein? Oui, en fait, c'était dans les années 90. Probablement 20 000. Oui. Maintenant, ça serait probablement plus de l'ordre du 100 000. Oui, non, c'est épouvantable. C'est des chiffres... mon Dieu, c'est ça, c'est des chiffres énormes. Là, à ce moment-là, tu sais, dans ton parcours... Si le gouvernement accepterait de payer... Oui. En fait, ça aurait été parfait. Il y a une autre personne sourde qui était intéressée, mais n'avait pas l'argent. Mais non. Donc, ça l'a brisé ses rêves. J'aurais eu envie de lui transmettre, d'être mentor pour cette personne-là, mais elle n'a pas les moyens de payer pour le service d'interprétation. Les personnes entendantes ne s'en rendent pas compte, mais elles sont chanceuses, sont sans limite, peuvent aller dans ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller en massothérapie, en esthétique, peu importe. Ils ont accès. Oui, non, mais c'est super important ce que tu dis parce que c'est vrai. Déjà, d'aller en massothérapie, ça va coûter des 40 000. Là, si en plus tu ajoutes le tarif pour être interprète,
ça a aucun sens. Donc, de là, pourquoi des fois les gens sont découragés, puis non, je ferai pas ça. C'est comme si on brise des rêves avant même qui ont pu commencer. Puis là, moi, je trouve ça beau. On dit merci à ton papa, là, tu sais, qui a avancé des sous. Fait que ça t'a permis. Parce que s'il n'y avait pas avancé les sous, probablement que tu n'aurais pas pu là, payer ça toute seule. Effectivement, j'aurais pas pu. Parce que là, avec ça, il faut que tu travailles. Oui. La banque n'aurait pas accepté de faire un prêt. Ah non, c'est ça. Et là, toi, comme en fait, tu fais ton métier, naturopathe. Est-ce que tu es accompagnée d'une interprète tout le temps, un peu comme Audrey Lessard disait là, qu'elle, elle soigne finalement, la plupart, c'est des entendants. Donc, elle a une interprète avec elle tout le temps. Toi, as-tu une interprète avec toi? Comme naturopathe, en fait, c'est clinique privée. Hein? Donc, ça passe pas sur la carte d'assurance maladie. Oui. Ce qui veut dire que les personnes doivent payer pour les services. Oui. Les personnes sourdes doivent payer. Les entendants doivent payer. Ils n'accepteraient pas de payer des services d'interprétation en plus. Donc, vont vers les services de naturopathe avec les entendants. Donc, j'ai une clientèle sourde. OK. Donc je travaille moins parce que la clientèle, elle est plus petite. Oui. Mais j'ajoute à ça des conférences. Je suis conférencière aussi. J'ai écrit un livre. Donc, ça veut dire que toi, tu es naturopathe finalement pour la communauté sourde. Parce que... Oui, 99 de ma clientèle. Il y a 1 qui est entendant. Il y a des gens qui connaissent la langue des signes, par exemple des interprètes ou des apprenants. Des gens qui ont de la famille sourde sont les bienvenus. Ceux qui connaissent la langue des signes sont les bienvenus, mais je ne veux pas passer par les C'est à quel endroit que les gens... as-tu un site Internet que les gens peuvent aller voir? Oui. J'ai un site web. Bientôt, je vais avoir une nouvelle plateforme en janvier. Et aussi, on peut me trouver sur l'Association des naturopathes du Québec. J'ai un permis de travail, donc on peut me retrouver par là. Et aussi, il ne faut pas oublier que la communauté sourde est très petite, donc je suis connue par la plupart des gens. Je dois t'arrêter, Marie-Hélène. Mais ça a été vraiment un grand plaisir. Donc, Marie-Hélène Boulanger, merci. Et tout de suite après la pause, je vais accueillir Chantal Turcotte, conseillère pédagogique. À tout de suite. Je poursuis cette belle émission où est-ce qu'on met des femmes sourdes en lumière. J'accueille Chantal Turcotte, conseillère pédagogique. Et là, c'est pour ça que je trouve ça intéressant parce qu'on s'en va ailleurs encore dans mes différentes invitées. Et conseillère pédagogique, moi, c'est quand même... Là, on rentre dans ma talle. Tu sais, moi, je suis éducatrice spécialisée. J'ai travaillé beaucoup en collaboration avec des conseillères pédagogiques. On aurait été probablement des collègues si on avait été au même endroit. Mais là, dans le fond, c'est ça. Tu es conseillère pédagogique au Récit, je veux bien le dire, hein, parce que c'est R-E accent aigu C-I-T. R-E-C-T, dans le fond, c'est un réseau, c'est de plusieurs conseillers pédagogiques qui offrent des services, surtout pour l'intégration du numérique à la mission de l'école. Donc, c'est tout ce qui peut soutenir la réussite éducative des élèves dans toutes les disciplines, que ce soit mathématiques, sciences, le domaine des langues et tout. Et moi, j'ai un dossier particulier qui est l'inclusion et l'adaptation scolaire. Et là, on parle pas uniquement de la sourdité là-dedans, là. Ben, j'ai le dossier de la surdité, évidemment. C'est parmi mes collègues, mais c'est pas uniquement ça. J'ai la déficience intellectuelle, la déficience visuelle, c'est tout l'orthopédagogie et le numérique aussi. Bref, j'ai de nombreux dossiers. Et tu travailles dans un monde, finalement, d'entendants? Tous tes collègues, c'est toutes des... Tu sais, le Récit, c'est pas un organisme pour les sourds comme il y en a d'autres, tu sais, que ça va être vraiment juste des femmes sourdes qui vont travailler. Mais là, c'est vraiment le contraire. C'est pour les entendants. Et là, toi, tu communiques finalement avec des entendants à longueur de journée.
Ben, effectivement, je suis vraiment comme la première conseillère pédagogique. C'est au récit qu'il y a une surdité. C'est ça, c'était un enjeu initialement pour au niveau de l'accessibilité pour les interprètes. Oui. Parce que comme je baigne uniquement dans un monde d'entendants, j'ai à côtoyer de nombreuses personnes parce que c'est un service national. Donc, je vais appeler à aller dans tous les centres de services scolaires, scolaires du Québec. OK. Donc, c'est tout ce qui touche l'inclusion, l'adaptation scolaire. Donc, c'est très, très varié. Donc, je communique avec qui, je ne sais pas. C'est des fois, je peux avoir des gens qui ont des accents qui représentent peut-être un défi supplémentaire pour moi aussi. Évidemment, la technologie est là pour nous aider, mais des fois, c'est pas suffisant. On sait qu'il y a des petits défis, comme le soustrage, des fois. C'est qu'avec l'accent, des fois, ça ne sera pas le mot exact. Ou il y a des confusions aussi avec les acronymes par moment. Fait que c'est ça. Donc, c'est l'interprétation qui reste un défi, mais c'est vraiment une profession que j'adore beaucoup. C'est de faire une différence, puis soutenir la réussite des jeunes. Ben, moi, je trouve ça vraiment... je t'écoute, je me dis, wow, tu sais, on s'entend que le chemin que tu as pris, c'est pas nécessairement le plus simple. Et là, comme on entend parler, on entend ta belle voix, je voulais savoir, toi, à ce moment-là, est-ce que tu es... Ben, en fait, premièrement, c'est quoi, là, toi, là, au niveau de la sourdité? Est-ce que tu es sourde profonde, tu as un appareil, un implant? Évidemment, c'est que j'ai un petit peu un parcours atypique, mais similaire en même temps. Beaucoup de gens ici qui ont des parcours atypiques, mais on dirait que chaque fois, c'est un parcours atypique. C'est ça. Avec plein d'atypiques, là, ça... Oui. C'est que pas simple. Mon type d'audition à la naissance, je pourrais pas confirmer exactement. C'est que, par contre, je sais que j'ai appris à parler. Le français. Parce que je réagissais, le français, évidemment. C'est que mes parents, c'est des purs Québécois, c'est de Lévis. Il n'y a pas de sourd là-dedans. Oui, exactement. Il n'y a pas de surdité dans les deux familles, du côté de mon père et ma mère aussi. Et c'est ça, c'est que, donc, avec l'âge, j'ai eu beaucoup d'accidents à répétition. Est-ce que c'est la cause qui a fait que ma surdité, c'est comme progressé, mais régressé dans le fond? A dégénéré. Exactement. Ça a dégénéré, c'est avec les années, mais c'est qu'initialement, je ne sais pas que j'avais une surdité légère à la naissance. Je ne sais pas, mais je réagissais. Mes parents m'appelaient, le téléphone sonnait, je répondais. Tout. Mais à l'âge de 2 ans, là, c'est comme Madame Nadeau, c'était Madame Cadeau, Nicolas, c'était Chocolat. Ça a du sens, c'est des petits jeunes de 2-3 ans. C'est comme, on n'a pas la logique de dire, ben non, une madame ne peut pas s'appeler Madame Cadeau. Et c'est là que ça a commencé à mettre la puce à l'oreille à mes parents. Donc, ils ont fait des tests d'audition, qu'ils ont poursuivi jusqu'à temps qu'il y ait une confirmation que j'ai une surdité. Le niveau de surdité, je ne pourrais pas remonter dans mon historique. Là, c'est que peut-être que j'aurais comme une surdité modérée. Quand j'étais jeune, j'ai eu ma première prothèse à l'âge de 4 ans. Prothèse, implant ou appareil? Non, une prothèse auditive. Ça, c'est comme un implant cochléaire? Non, un implant cochléaire, c'est vraiment une opération. C'est que quand on a un implant cochléaire, si on va aller couper, c'est comme toute la connexion qu'il y a les cellules de l'audition. Donc, si je ne peux plus les utiliser. Non, moi, si j'avais un réseau auditif, donc ils ont mis une prothèse. OK. À ce moment-là, une prothèse, c'est à l'extérieur, là. C'est pas une opération. Exactement. Donc, c'est vraiment une prothèse que je mets sur mon oreille gauche, exactement. C'est parce que l'oreille droite, c'est que je pense que c'est une anacousie. Ça me sert comme décoration pour tenir mes lunettes. Parce qu'elle n'entend rien, c'est ton oreille droite. Exactement. C'est que donc, mais là, tu as un appareil en ce moment, là, avec ton oreille gauche. Ça veut dire que toi, tu as tout le temps ton appareil. J'ai toujours mon appareil, mais c'est comme aujourd'hui, ma surdité est vraiment profonde. Oui, c'est ça, c'est plus modéré, là, ça a dégénéré. Non. C'est avec les années, là, j'ai des pertes là, de 20 décibels, puis ça descend, ça régressait, là, c'est continuellement aussi. Donc, il y avait un ajustement de prothèse, c'est comme...
graduellement aussi. Mais avec ma prothèse, j'arrive à modérer sévère. Ça dépend des types de sons. Les sons dans les hautes fréquences, c'est plus difficile à percevoir, mais les basses fréquences, ça va très bien. Mais si la lampe de feu va se déclencher, là, c'est que ça se peut que ça soit là à réagir. Oui, toi, ça te prendrait plus comme une lumière. Là, exactement. De savoir les belles technologies sont là pour nous soutenir, effectivement. Oui, absolument. Mais moi, je voulais revenir parce que là, comme tu dis, c'est un peu nébuleux. De où est arrivée ta perte de vision, mais clairement qu'il y avait une prédisposition de ton côté, là, parce que ça a dégénéré. Mais tu as appris le français. Donc, tu as appris à parler, à lire sur les lèvres. Oui. Et là, tranquillement, tu perds de l'audition. Comme un enfant, là, s'entendant dans le fond, c'est comme... Oui. J'ai appris, c'est qu'avec les gens, les sons qui m'entouraient aussi, c'est pour ça que j'ai pu développer la parole, que j'ai... Oui, j'ai un accent sourd aussi, parce que ma surdité est quand même importante aujourd'hui aussi. Il y a des phonèmes peut-être que j'ai moins bien perçus. C'est pendant la période où on faisait l'apprentissage encore, c'est de l'oral aussi. Mais comment ça s'est passé, ton parcours au niveau que ça dégénère? Parce que là, t'es la première là, que j'entends ça. Là. Souvent, les autres, c'est comme, exemple, j'ai eu un vaccin, voilà, je suis devenue sourde... comme ça. Mais toi, c'est dégénératif. Donc, t'as 5 ans, t'entends d'une façon, t'as 6 ans une autre, 7 ans une autre. Comment ça s'est passé pour finalement vivre avec ça, là, le fait que tu perdais au fur et à mesure? J'ai pas de souvenir, je vais dire franchement, c'est tout ce que je vois, c'est la panique de l'extérieur. Les gens, qui me faisaient passer des tests d'audition régulièrement dans les cabines, là, s'enfermer avec des mots cachés, c'est que pour essayer de détecter les mots, les sons et tout, c'est comme ça, c'est le souvenir que j'ai, mais réaliser un peu que ma surdité, c'est comme c'est comme les personnes qui ont la rétine pigmentaire. Mais c'est parce que moi, j'ai ils voient pas le champ visuel qui rétrécit. Mais moi, j'ai un handicap visuel. J'ai pas la rétinite pigmentaire, mais j'ai la dégénérescence maculaire, j'ai le glaucome. Tu sais, j'ai plein d'autres maladies. Alors, je sais ce que c'est quand ça dégénère. Mais moi, ça dégénère, puis j'ai encore 42 ans. Tu sais, je suis adulte, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est pas la même chose. Tu sais, moi, ça a pas dégénéré quand j'étais petite, à part que c'était normal, de la myopie, on change tes lunettes. Mais j'ai pas eu vraiment conscience de ça. Fait que ce que je comprends, c'est que toi aussi, petite, t'as pas eu tant conscience que ça. Toi, c'est comme si au fur et à mesure, en plus, il y a juste des appareils. Fait que là, tu reprends ce que t'as perdu. Oui. Et ça s'est passé comme ça jusqu'à temps qu'à un moment donné, probablement que là, t'es arrivé à où t'es en ce moment au niveau auditif. Ça, c'est arrivé à peu près à quel âge? Ou ça dégénère encore? Ça, quand c'est tellement pas des détails pour lesquels j'ai réellement porté attention à quel âge je suis arrivée à tel niveau, tel stade. Mais j'ai des souvenirs très clairs. C'est des frustrations à l'école. Dans les moments dictés, c'est que les professeurs se promenaient dans les allées. Donc, souvent, des fois, c'était des feuilles blanches où j'essayais, là, si j'ai pas compris, je sautais de mots. J'ai attrapé ce mot-là, j'écrivais à peu près ce qui devait se situer dans la feuille. C'est que pour voir, c'est comme, il y avait beaucoup autrefois, c'est des examens sur les magnétophones, c'est comme ça, là, c'est comme... Vrai. Fait que j'ai pas compris, on va leur faire plus tard, c'est pas grave, c'est comme... non, finalement, c'est que c'était pas fait. C'est comme il mentionnait des numéros de page à aller consulter pour se référer. Ben là, c'est abstrait, c'est des chiffres, je peux pas me deviner, avoir une suppléance ce matin. On parle de tel mot, tel sujet, ça doit être telle affaire ou quoi. Mais non, j'avais pas ces référents-là. Fait que ça, c'est des défis, c'est ça qui m'a marqué réellement, mais pas au niveau de l'audition qui diminue comme tel. Là. C'est vraiment des moments, des flashs que j'ai, là, et c'est ça, il a fallu que je développe des stratégies pour pouvoir compenser. Et à ce moment-là, comme justement, faut que tu développes des stratégies pour compenser. Comment ça se passe? Parce que là, toi tu vas-tu à l'école avec des entendants?
Oui, effectivement, je suis allée à l'école avec les entendants, mais c'est comme dans mon environnement, il n'y avait aucune personne sourde, j'avais pas de contact, j'avais pas de professionnel qui nous soutenait, pas de référence ou aller chercher de l'aide ou quoi. C'est quand même, on parle dans les années 70 aussi. Oui. J'étais sur la rive sud de Québec aussi. Donc, mon parcours s'est fait parce que je parlais déjà aussi, puis j'arrivais à me débrouiller. Oui. Mais j'ai eu mon premier système MF à l'âge de... Ton quoi? Ton premier système? C'est un système, c'est comme un modulateur. Dans le fond, c'est comme une connexion, je dirais pas un Bluetooth. Dans le temps, il n'y en avait pas à l'époque, mais c'est comme il y avait un champ, comme un champ magnétique qui se connectait avec l'enseignant. Donc, moi, je pouvais mettre ma prothèse sur un autre programme. Comme c'était un peu comme un programme de radio, là. Tu syntonisais le poste. Un peu le genre. C'est sûr que moi, j'étais connectée directement avec l'enseignant qui portait un micro. Donc, je coupais le bruit environnant, je pouvais me concentrer sur l'enseignant. Sauf que c'était un défi lorsqu'il écrivait au tableau, j'avais plus le support de la lecture labiale. Mais j'ai fait un moment avec ça. Et rendu au secondaire, j'ai poursuivi ma scolarisation avec les entendants aussi, sans interprète, parce que je ne connaissais rien d'autre aussi. Je suis allée dans un couvent avec des sœurs. Oui, c'est que... entendant? Un couvent avec des sœurs, mais entendant? C'est toujours. Okay. Toute ma scolarisation a été avec des entendants, au complet. OK. Et c'est ça. C'est donc... c'est encore le système MF que j'avais. Et plus rendu vers le 4e secondaire, là, ça commençait à être un petit peu plus... essoufflant, je dirais, là. C'est que la vitesse, toutes les théories, tout ce qu'on avait, c'était quand même une école privée aussi. Donc, il m'a offert un service de preneur de notes. C'est une étudiante dans la classe qui acceptait, là, de partager ses notes. Donc, j'allais au bureau de la direction, il photocopiait ses notes, puis il me les donnait aussi. Ça m'a soutenu. Oui, ça m'a soutenu, effectivement. Parce que c'est prendre des notes, toujours écouter, comme écrire, ça restait un défi. Mais j'ai pas connu autre chose, donc je ne savais pas qu'est-ce que je manquais. Les défis, je crois que c'était normal, puis j'avais pas de comparaison avec les autres. C'est comme la frustration, non, je travaillais plus fort. Le soir, j'étudiais, j'essayais de le compenser, lire. Fait que c'était ma stratégie. Mais tu vois, ça, c'est intéressant de le dire, parce que c'est comme si toi, c'était ton quotidien. Exactement. Donc, toi, tu étais habitué de compenser. Et on retrouve ça beaucoup au niveau de la sourdité, mais pas que la sourdité, tu sais, au niveau de différentes formes d'handicap. Les gens vont compenser parce que ça devient comme en fait, c'est comme une façon de survivre, finalement. Oui, et là, tout d'un coup, ça devient vraiment une seconde nature. Sauf que toi, pendant ce temps-là, par contre, t'es en hyper-vigilance constamment, là. Fait que ça, c'est, énergétiquement, là, tu n'as pas le choix. À un moment donné, là, tu dois avoir des moments où est-ce que tu es épuisé, là. Oui, c'est que j'avoue d'emblée que vraiment, là, c'est que... Mais je le réalisais pas non plus, c'est que l'épuisement que j'avais, c'était dû à quoi? Exactement. C'est comme, je suis fatiguée, mais... Non, c'est ça, là, c'est bon. Là, c'est des fois que je pouvais perdre patience un petit peu plus rapidement le soir. C'est que... Mais... Pourquoi? C'est que je faisais pas nécessairement le lien. J'avais pas, là, c'est comme toute l'analyse avec une méthode, c'est de prendre du recul. Ça doit être telle situation, tel contexte. Non, c'est que moi, on avance, on est là, c'est que tout. Et c'est ça. Quand je suis arrivée au collégial aussi, c'est quand j'avais la même fonctionnement aussi. Et c'est vraiment à l'université que j'ai eu pour la première fois de ma vie un interprète. OK, mais collégial, là, t'es allé étudier dans quelle matière? J'ai commencé initialement par les sciences humaines avec mathématiques parce que j'avais aucune idée vers où je voulais me diriger. À ce moment-là, tu le sais pas? Non, vraiment, là, je poursuis la scolarisation, il faut que j'étudie tout ça. Mais dans le coin, je ne savais pas. Mais je savais que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la relation d'aide et tout. C'est comme, j'avais déjà une idée, c'est d'être opticienne ordonnance. Opticienne d'ordonnance. Pour les yeux. Exactement, pour la lunetterie. Pour les lunettes, justement. Les lentilles cornéennes et tout. C'est que j'avais un intérêt énorme parce que j'ai deux oncles. Un oncle, un cousin, qui sont optométristes. Donc, un petit peu, là, c'est naturel dans la famille aussi. Et moi-même, j'avais des lunettes également aussi. Donc, j'avais un intérêt. Sauf qu'il y avait une seule école dans la province. C'est à Longueuil.
Donc, j'hésitais vraiment, à m'aventurer. Ça, c'était au collégial. Exactement. C'est comme une petite technique au collège de Douai-Montpetit. Oui. Donc, j'hésitais. Il fallait que je déménage. J'étais jeune encore. J'avais 18 ans. J'ai dit que je suis prête ou non. Donc, j'ai fait mon deck en sciences humaines. Oui. Une fois que j'ai terminé, j'hésitais. J'avais peur encore de me lancer. Donc, j'ai fait une session en technique de bureau et j'ai pris quelques cours qui appartenaient à la technique. À l'université? Non, c'était durant mon deck. Mon deck de sciences humaines était complété, mais j'hésitais encore. Donc, j'ai pas suivi, mais j'ai pris comme la technique de bureau, la technique bureautique pour une session. C'est que j'ai pris des cours qui appartenaient également aussi pour orthèse visuelle. Le programme s'appelle comme ça aussi, pour voir ce que j'aime ou pas. Oui. Que finalement, j'ai adoré, fait que j'ai dit, je me lance. OK. Donc, je me suis inscrite au collège de Douai-Montpetit, j'ai fait ma technique et c'est là que ma mère m'a proposé d'apprendre la langue des signes. Ça m'était jamais venu à l'idée. Tu savais pas encore la langue des signes? Non. Non, jamais côtoyé. J'ai vu de loin dans les émissions aussi comme les personnes sourdes, sauf que, malheureusement, l'image qui était véhiculée, c'était pas nécessairement positif, surtout à l'époque. Il n'y avait pas autant de sensibilisation comme aujourd'hui. Et donc, j'étais vraiment réfractaire à apprendre la langue des signes. Mais tu as appris à quel âge la langue des signes? J'étais rendue, que j'avais peut-être 20-21 ans. Parce que c'est vraiment apprendre une autre langue complètement. Comment ça s'est passé pour toi, apprendre la LSQ? C'est maman. C'est maman qui m'a forcée. OK, mais... qui m'a inscrite malgré moi. OK, mais elle, est-ce qu'elle parlait LSQ? Pas du tout. OK, mais elle disait, pour toi, ça va t'aider. Les yeux, ça remplace les oreilles. Donc, comme je vais travailler dans la lunetterie, dans l'optique, ça va être aidant. Je pourrais offrir un service pour les personnes sourdes ou tout. Parce que les yeux, c'est super important. Oui. Mais pour moi, là, non. Il n'y en a pas question. Mais finalement, tu as appris la LSQ parce que là, tu regardes l'interprète. Oui. J'étais très sage. On m'a inscrite. J'ai pas dit un mot. Je suis allée à mes cours pareil. Mais si maman et mes parents étaient à 250 km très loin, j'allais quand même à mes cours et tout. Tu apprenais la LSQ. Puis en même temps, tu étudiais pour être opticienne. Exactement. Oh, wow. Mais quand j'ai fait mon cours de technique comme opticienne ordonnance, c'est que j'avais moins de cours parce que mes français, éduc, philo, tout était complété. Donc, ça me libérait un peu aussi pour faire l'apprentissage de la langue. Mais initialement, j'ai dit, OK, je vais faire le premier cours seulement, puis c'est fini, on n'en parle plus. Mais finalement, c'est la première fois de ma vie dans ces cours-là que les gens m'ont regardé différemment. OK. Mais positivement. Pas dire, t'as un beau parcours. T'es sourde, mais si tu es là aujourd'hui. Là, ça m'a questionné beaucoup. Okay. Ça m'a interpellé pour dire, voyons, je comprends pas pourquoi. C'est comme je m'étais jamais analysée, vu comme une personne différente. Oui, j'ai maturité, j'ai des défis et tout. C'était comme... finalement, OK, on va continuer à l'SQ2, je vais essayer. Oui. Puis, j'ai commencé à côtoyer la communauté sourde. Et il y a certains leaders qui m'ont vraiment le pris sur l'oreille pour m'intégrer, m'inviter à des activités et tout. Donc là, tu es rentré dans l'univers, finalement, de la communauté sourde, mais encore là, tardivement. Tu avais plus de 20 ans. Mais OK, mais là, as-tu travaillé comme opticienne? Parce que là, comment tu t'as fait pour être conseillère? Parce que ça aussi, c'est un autre parcours scolaire d'université, là. J'ai terminé ma diplomation, c'est comme opticienne d'ordonnance en 95. C'est ça. J'ai commencé à exercer en 87 parce que je devais faire les cours aussi pour être membre de l'ordre professionnel. Donc, j'ai commencé officiellement en 96 à exercer mon métier. Et c'est ça, c'est un défi parce qu'autrefois, il n'y avait pas le service de relais vidéo. Et les compagnies, souvent, des fois, ils vont embaucher un seul opticien et le reste des gens sur le plancher n'ont pas nécessairement la diplomation. Donc, comme ce sont des actes
réservé pour nous, pour l'ajustement des lentilles, les verres de contact et tout. Quand il y a des gens, parfois, il y avait des problèmes avec leurs lunettes ou quoi, ils appellent au téléphone pour dire j'ai tel problème. Mais je ne pouvais pas communiquer avec eux par téléphone. Donc, ça causait un problème. J'ai perdu mon emploi. C'est une première fois. Deuxième fois, je me suis relevée. J'ai trouvé un autre emploi. Mais là, la deuxième fois que j'ai perdu mon emploi, c'était clairement, là, c'est à cause de ma surdité. À cause de la surdité. Parce que 3 semaines plus tard, dans le journal, on voyait une annonce de recherche d'un obstétricien. Donc, c'est ça. Je me suis questionnée beaucoup pour dire, je fais quoi dans ma vie? Oui. Je suis jeune. C'est comme... Et... il y avait un ami dans la famille qui était conseiller en orientation. Mais bien, on va évaluer c'est quoi tes forces, tes défis, quoi, tout. C'est pour avoir un petit peu mon portrait, mon profil et tout. Et suite à tous ces tests-là, c'est qu'on me sort orthopédagogue. Ah oui. Pardon? C'est quoi ça? Mais oui. Mais c'est ça que... Pendant mon apprentissage dans la langue des signes, je côtoyais des sourds qui allaient au Cégep du Vieux-Montréal et des fois, ils venaient me voir, je les aidais pour les devoirs. Ils me questionnaient, je répondais, c'était tout à fait naturel. Là, c'est ça, elle me sort orthopédagogie. My God, c'est quoi, ça vient d'où, ce que ça fait, c'est que tout. Puis, j'ai vraiment pris le temps d'analyser, de voir. C'était quoi? Vraiment, oui, ça m'intéresse beaucoup. Alors, je suis retournée aux études pendant 4 ans. À l'université de Montréal. Pour être orthopédagogue. Exactement. Wow. Exactement. T'es rendu à... T'as fini l'école, t'es rendu proche de 30 ans, là. J'avais 27 ans. C'est ça, t'es proche. À peu près. C'est que quand t'es plus proche du 30 que du 20. C'est ça, à peu près. Là. C'est comme... ça. Puis, ça fait mon parcours et j'ai terminé mon bac vendredi. Lundi, je débutais avec un contrat. J'ai travaillé 22 ans à l'école Lucien Pagé comme enseignante en adaptation scolaire. Mais là, Lucien Pagé, c'est des enfants sourds, des adolescents sourds. Exactement. Donc, c'était vraiment... T'enseignais vraiment. Donc, tu étais professeur et tu enseignais à ces jeunes-là, ce qui veut dire que s'il y avait des vu que c'était classe d'adaptation, c'est-tu parce qu'il y avait d'autres défis en plus de la surdité? Oui, effectivement. C'est que, ça dépend. C'est que, oui, c'est dans l'adaptation scolaire, mais c'est que, c'est ça. Il y a la politique de l'adaptation scolaire qui est venue changer, brouiller un petit peu les cartes. Parce qu'autrefois, il y avait des élèves sourds qui avaient uniquement la surdité, sans nécessairement, c'est des défis au niveau des apprentissages. Donc, dans une classe, ensemble, il n'y avait pas de barrière linguistique. Donc, la scolarisation se faisait très bien. Sauf par la langue, donc c'était des groupes réduits, mais avec la politique de l'adaptation scolaire, c'est favoriser l'intégration, c'est dans le milieu le plus naturel possible du jeune. Donc, c'est là que la clientèle a commencé à changer graduellement. Mais là, justement, tu as enseigné et c'est ça qui t'a amené, parce que dans le fond, c'est orthopédagogue, enseignement, adaptation scolaire et après... c'est conseillère pédagogique. C'est vraiment un concours de circonstances. C'est que depuis quelques années, j'avais la responsabilité avec l'orthophoniste de l'école de Lucien Pagé, c'est qu'on s'occupait beaucoup des mesures adaptatives, tout ce qui pouvait être consigné dans un plan d'intervention pour pouvoir soutenir la réussite de l'élève. C'est pour s'assurer qu'il demeure dans un parcours régulier, avec des adaptations, plutôt que d'aller en modification. J'avais aussi comme... ça, cette part-là, je m'occupais beaucoup ici des technologies, toutes les iPads, les portables, avec la mesure budgétaire qu'on appelle la 3812, qui est spécifique à l'attribution d'une aide technologique pour les jeunes. C'est ça, je me suis occupée de ça plusieurs années. J'ai fait de nombreux projets aussi, donc ça me comme... préparer, c'est comme pour le terrain. Et j'ai vu une offre d'emploi, c'est comme conseillère pédagogique, c'est comme... pour moi, ça faisait pas partie, là, c'est de mes projets, c'est mon avenir ou quoi. C'est comme pour moi, j'allais finir ma carrière comme enseignante orthopédagogue, je suis très simple et tout. Mais
j'ai décidé de relever le défi, passer l'entrevue. C'est quand même stressant. Là, après 22 ans, c'est à faire le même travail aussi. Mais ma candidature a été retenue. Donc, c'est ça. J'en suis là aujourd'hui comme conseillère Mais tu vois, ce qui est beau là-dedans, c'est que je trouve que tout ton parcours est venu teinter finalement qu'est-ce que tu fais au niveau du travail, parce que ces étudiants-là qui ont des défis, des fois, ils sont un peu abandonnés par le système scolaire à cause de... Finalement, ça leur prend des adaptations, des accommodements. Oui. Des fois, on prend pas le temps nécessairement d'évaluer tout ça. Fait que je trouve que toi, t'amènes ce côté-là de, on peut tout s'arranger pour que leur parcours scolaire soit le plus inclusif. Et peut-être que si c'est plus inclusif, ils vont vouloir poursuivre. Ils vont vouloir poursuivre dans les études, ils vont vouloir faire plus de grandes choses, de leur dire finalement que tout est possible. Avec des adaptations, des accommodements, on peut tout faire. Exactement. Je crois beaucoup au potentiel de chaque jeune, même si c'est pas nécessairement dans le profil régulier. Il peut être dans un profil en modification, ou peut être dans le programme aussi, un programme CAMP, un programme de préparatoire, préparation à la formation axée sur l'emploi aussi. Chacun a un plein potentiel qu'on peut amener plus loin. C'est comme ça, c'est vraiment important. C'est magnifique. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Chantal Turcotte. Ça a été un grand plaisir. Je te souhaite encore plein de nombreuses années à pouvoir soutenir nos jeunes. Merci beaucoup. C'est la fin de cette belle émission. Moi, je suis très contente. C'est ce qui boucle ces 8 émissions pour sourdes et courageuses. Je remercie Mathieu Tessier, qui est à la mise en onde, évidemment toutes mes invités aujourd'hui, mais toute la saison. Ça a été un bonheur immense, et en espérant vous retrouver très bientôt. Merci tout le monde, bye bye, bonne fin de journée.